réalité, être un vrai entrepreneur, c'est aller au-delà de ce qu'on dit. Et ta seule manière de le faire, c'est justement d'être doté d'un esprit critique. Tu le fais par simple folie ou par méconnaissance des réalités. T'es pas un entrepreneur, t'es juste quelqu'un qui va aller d'échec en échec. La diversité, elle est partout. C'est pas une diversité politique. La diversité, elle est là autour de cette table. Moi, je l'ai toujours connue. Il n'y a pas une diversité, il y en a 1000. Diversité de parcours, de vision, de religion. Et personne ne porte une seule diversité. Ça ne correspond pas à ce que je vois, moi, du monde. Néo et Lou, c'est plus de 6000 vidéos, zéro bad buzz. Parce qu'on respecte tout le monde, on trafique rien. Il n'y a rien de trafiqué. Tout ce qu'on montre, c'est vrai. Et si l'histoire est pas belle, on la raconte pas. Si elle nous plaît pas, on la raconte pas. On fait pas de politique. Il n'y a jamais de politique sur Néo. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. On va juste montrer des figures positives, des récits positifs de gens qui font la France. En orbite. S'élever et apprendre pour faire la différence. Bienvenue dans le 6e épisode de En orbite, le podcast de OVNI Media, le podcast pour prendre du recul, s'élever et discuter de ce qui fait vraiment la différence. Avant de commencer, je souhaite remercier les équipes d'Eleven Act pour ce joli studio qui m'accueille aujourd'hui. C'est un studio dans le 15e arrondissement de Paris, donc si vous avez des contenus à tourner, c'est avec grand plaisir, le lien il est dans la description. Aujourd'hui, nous recevons le cofondateur de 2 des plus gros médias français, un docteur de l'école normale sup, auteur, conférencier, professeur et donc entrepreneur, aussi probablement insomniaque vu la description. J'ai la chance de recevoir Samy Biassoni de Néo Média et Lou Média. Donc merci beaucoup d'être venu, c'est un vrai honneur de t'avoir ici. Partagez. Avant de parler de ton parcours, de ta boîte, parce que ça c'est vraiment impressionnant, la première question que j'aimerais te poser, c'est comment toi, la troisième personne, si tu sortais de ton corps, tu te décrirais? Ah, intéressant. Quelqu'un de dynamique. Alors ça va être redondant avec ce que tu as dit, mais d'entreprenant et d'entrepreneur dans l'esprit. C'est-à-dire j'ai toujours des idées, j'ai toujours envie de faire de nouvelles choses. Et dès que j'en ai fait une, j'ai envie de faire la suivante. Et ça me caractérise plutôt bien. Et puis quelqu'un de gentil, j'aime bien ce terme. Je suis pour la réhabilitation de la gentillesse. Donc avant de parler de ta vie d'entrepreneur, tu as un parcours académique qu'on pourrait qualifier de parcours d'excellence, parce que tu es allé jusqu'au doctorat dans une belle école. Est-ce que ça te dirait qu'on retrace un peu ce parcours ensemble sur qu'est-ce qui t'a poussé à le faire, ou est-ce que tu as eu des épisodes marquants potentiellement? Aucun problème. En fait, j'ai une trame assez classique, on va dire, t'appeler ça l'excellence, mais de parcours à la française. Moi, je suis élève boursier, j'ai grandi en région parisienne, très attaché au livre. J'ai reçu une éducation qui me prédisposait à, en tout cas, essayer de faire des études. Mes parents m'ont toujours dit, ta seule chance, c'est de faire des études. Tes parents aussi qui t'ont amené vers le monde du livre, ou c'est toi par même? Non, il y avait des livres. Toi qui aimais ça? Ouais, il y avait quelques livres dans la maison, il y avait une vingtaine de livres, et ils exerçaient une fascination sur moi assez tôt. Et un été de mes 14 ans, j'ai pris les bains. Il y avait Le Rouge et le Noir de Stendhal, il y avait Chartreuse de Parme de Stendhal aussi, il y avait quelques Molières, il y avait Eugénie Grandet de Balzac, vraiment des classiques. Je les ai dévorés en 3 mois et à partir de là est né mon amour absolu, inconditionnel pour la littérature. Mais mes parents m'ont en revanche toujours véhiculé le message qu'il était absolument nécessaire de faire des études, quelle que soit ensuite la carrière que je choisirais. Et ma mère dit encore maintenant, tu peux être éboueur, mais si tu as ton diplôme, tu montreras aux gens ton doctorat. Et je crois qu'elle avait raison. On est un peu plus serein, c'est pas l'alpha et l'oméga, on peut réussir sans diplôme, mais ça apporte un certain confort. Et donc j'ai fait classe préparatoire, j'ai fait des études, des maths et de la physique au lycée, classe préparatoire scientifique. J'ai fait, et après j'ai fait, et ça c'est la singularité de mon parcours, toujours de double cursus. Je me suis toujours inscrit en douce à autre chose. Donc c'est pas des partenariats, c'est pas des échanges, c'est vraiment j'ai fait les 2 cursus. Okay. Donc j'ai fait tout un cursus de philosophie et j'ai fait des études scientifiques. Donc je suis ingénieur, j'ai fait des sciences cognitives à l'école normale supérieure. Et puis j'ai fait converger un peu tout ça vers la fin de mes études, c'est-à-dire mon amour pour les sciences, mon amour pour les lettres, en particulier la philosophie. C'est 2 choses que t'aimais vraiment, ou est-ce qu'il y en a un qui était plus pour le côté ok, ça je veux avoir un travail qui est potentiellement bien payé avec un ingénieur, et le côté philosophie plus plaisir, ou les 2 te faisaient vraiment kiffer? Les 2 me faisaient kiffer, mais on dit souvent qu'il y a des mathématiciens philosophes, Descartes par exemple, Pascal, mais pas de philosophes mathématiciens. C'est un peu plus difficile quand tu viens des humanités de refaire des mathématiques après. Donc vaut mieux faire des sciences, en France c'est plus simple, ça ouvre un peu plus de voies. Et puis à côté, faire des lettres, des humanités d'une manière générale. Mais j'aimais vraiment les 2. Si bien que j'ai fait de la philo des sciences. Au final, mon doctorat, ça a été de la philo des sciences. J'étais passionné de recherche. Il n'était pas pensable pour moi de ne pas faire de la recherche un jour dans ma vie. Et donc voilà, je suis allé jusqu'au doctorat pour ça. Je crois que c'était un peu un petit défi personnel. J'en ai rien fait ou pas grand-chose. Si ce n'est que j'écris aujourd'hui et que j'ai acquis des méthodologies, mais je n'enseigne pas
comme métier principal la philosophie à l'université. Mais j'avais envie d'aller au bout de la démarche. Ça ressemble à quoi de la philosophie des sciences pour que les gens se figurent un petit peu Ouais. On appelle ça de l'épistémologie. Et l'épistémologie, c'est la science ou le corpus de savoir qui vise à comprendre comment s'établissent les vérités scientifiques. Il y a des vérités de différents ordres, il n'y a pas que la science qui fournit des vérités. Et la vérité scientifique, elle est établie sur un certain nombre de principes, d'axiomatiques très particuliers. Et donc la philosophie qui étudie ça, c'est le champ de recherche qui m'intéresse. Donc qu'est-ce qui fait un savoir scientifique ? Pourquoi ce qu'on dit est vrai ? Pourquoi D'où la vient Terre est cette ronde valeur-là ? Voilà, mais au-delà de pourquoi la Terre est ronde, ça c'est la physique qui le dit, mais pourquoi ma démonstration de la Terre est ronde est une démonstration qui a ce qu'on appelle une valeur de vérité particulière. C'est-à-dire qu'est-ce qui fait les caractéristiques du savoir scientifique, comment il s'établit, sur quelle base, c'est quoi les fondements des mathématiques, c'est quoi les fondements de la physique, pourquoi on peut y croire, alors que ce sont des raisonnements logiques. Et donc tu dis que ce parcours de recherche, ce doctorat, tu n'en as pas fait vraiment grand-chose à proprement parler. Donc maintenant, tu es entrepreneur, etc. Est-ce qu'il y a eu un moment dans ce parcours, que ce soit le doctorat ou même avant, qui te prédestinait un peu à ça, ou c'est quelque chose que tu as découvert au fur et à mesure ? Comment est-ce que tu en es arrivé à ce monde de l'entrepreneuriat, du trading que tu as fait aussi accessoirement ? Alors, deux choses très différentes. Séquentiellement, j'ai envie de dire. D'abord, j'ai voulu faire de la recherche quand j'avais 5 ans. Je voulais pas être pompier ou policier, je voulais être chercheur. Je savais pas ce que c'était. Dingue. Mais j'avais envie d'être chercheur. À 10 ans, j'avais envie d'être chercheur. À 15 ans, à 20 ans. Et c'est un peu tardivement, parce que à la fin de mon parcours, je suis entré à l'ESSEC. Et à l'ESSEC, j'ai découvert des disciplines que j'avais assez peu touchées du doigt. J'ai découvert la finance, le conseil en stratégie, le marketing d'une certaine manière. Et plein de raisons et de circonstances ont fait que j'ai choisi de ne pas faire de la recherche, mais d'aller dans l'entreprise. Et j'ai commencé, effectivement, comme tu disais, j'étais trader dans une grande banque française pendant plusieurs années sur les marchés de matières premières. Je fais du trading de blé, d'or, de pétrole. Discipline que je continue à enseigner à l'ESSEC d'ailleurs. Et la recherche, c'est vraiment un à côté. Et l'entrepreneuriat, c'est vraiment un à côté. Et c'est venu assez progressivement. En fait, tout petit, j'étais déjà un peu entrepreneur. J'allais vendre des œufs sur le marché. Je trouvais des petites activités autour de chez moi pour gagner de l'argent. J'entreprenais, je faisais plein de concours. Des concours de poésie, des concours vraiment de mathématiques, de n'importe quoi. Tout ce que je trouvais, j'avais envie de le faire, j'avais envie de me mesurer aux autres. Et l'entrepreneuriat, c'est un peu ça. Finalement, on se mesure à un marché, on essaie de faire un peu mieux que les concurrents. Et donc, je crois que cet esprit de compétition, de gentille compétition, simplement essayer de se dépasser, de faire mieux, d'apporter quelque chose, ça m'a beaucoup habité. Et quand j'étais étudiant, comme j'avais ce parcours un peu particulier où j'avais fait à la fois un peu d'humanité, un peu de sciences et une business school, j'ai eu des copains qui naturellement sont venus me voir en me disant tiens, tu peux m'aider pour un business plan, tu voudrais pas revoir, là j'ai envie de déposer un brevet. C'est vrai que tu étais un peu le puits de connaissances de tes amis à ce moment-là. C'est beaucoup dire, puits de connaissances, mais j'avais comme petit intérêt, ChatGPT n'existait pas encore, de pouvoir couvrir plein de sujets et donner au moins un avis. Et donc on m'a fait entrer dans des projets. J'ai jamais cru assez pour prendre des parts. Donc j'ai accompagné des projets, une dizaine pendant plusieurs années. Et je me retirais toujours à la fin, soit parce que le projet n'allait pas jusqu'au bout, soit parce que la boîte se lançait, mais je sentais pas, j'avais pas envie d'entrer dans cette aventure, c'était pas la mienne. Et j'ai toujours su qu'un jour, j'aurais ma propre aventure et que je le sentirais. Tu sais, c'est un peu comme quand tu cherches un appartement, tu pourrais pas vraiment le décrire, mais une fois que tu entres dedans, tu sais que c'est ton appartement. Sur ce parcours-là, est-ce que tu aurais eu des mentors, des personnes que tu as rencontrées qui t'ont vraiment inspiré, qui t'ont mis un peu sur ces rails-là ? Alors, je vais te décevoir. Non, je suis plutôt un cow-boy solitaire. Ce qui n'est pas du tout décevant. Moi, j'en connais beaucoup et je suis plutôt comme ça aussi. Mais... Ouais. En fait, je dis je vais te décevoir parce qu'il est bon ton de dire j'ai eu des mentors, des figures tutélaires. Non, moi, je me suis toujours fait la force du poignet, à l'effort. Et en revanche, j'ai observé ceux qui réussissaient, certains grands entrepreneurs, certains capitaines d'industrie, mais il n'y avait pas une figure, et même aujourd'hui, je n'ai pas une figure qui m'inspire. Je prends un peu ici, un peu là. J'aime pas tous les phénomènes de fanatisation, c'est pas tout à fait moi en réalité. Donc je pense qu'il y a toujours du positif à prendre chez les gens. Donc j'ai grappillé un petit peu chez tous les gens qui avaient des parcours inspirants, sans qu'une personne en particulier joue un rôle décisif. Et pour toutes les personnes là, tu vois, qui écoutent, qui ont des parcours scolaires potentiellement différents, mais toi, dans ton parcours, en dehors du scolaire, tu dis que tu as beaucoup appris par toi-même. C'était quoi un peu ce qui t'aidait à apprendre, ce que tu faisais pour justement aller sur ces terrains-là ?
Alors, deuxième déception, le livre. C'est votre meilleur ami. En fait, on peut penser que ça sert à rien. Et je comprends qu'en 2025, on se dit que ça sert plus à grand chose. Mais en fait, l'apprentissage livresque, il est très très différent. L'appropriation, le temps le déploiement de la pensée d'un auteur, en fait, fait qu'on s'imprègne de manière extrêmement différente des idées. Et c'est pas pareil que de faire une recherche sur Internet. C'est pas pareil, encore plus d'aller chercher via une IA générative et de prendre une synthèse de synthèse. C'est très très différent. Parce que la pensée d'un auteur, c'est quelque chose d'extrêmement précieux. C'est-à-dire qu'on nous livre ce qu'il y a dans la psyché d'un individu qui est généralement plus sachant que soi, qui a un parcours beaucoup plus avancé, et c'est livré dans la subtilité de 200 pages, ce que ne fera jamais une page de résumé. Et ça, laisser de côté le savoir livresque, c'est souvent une erreur. La deuxième chose, c'est oser et être dans l'action. Il faut faire. Il n'y a pas de secret, il faut faire. Moi, en particulier, j'ai une habitude qui est, je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise habitude, mais qu'avant de pouvoir déléguer, de confier, donner de la confiance à quelqu'un, j'ai besoin de savoir faire. Donc voilà, j'ai besoin de savoir coder un peu, savoir monter une vidéo moi-même, savoir shooter, savoir... Parce que après, c'est ce qui va me permettre d'avoir une sorte de regard un peu conscient des choses et de pouvoir interagir beaucoup plus facilement, en tout cas avec beaucoup plus d'aisance. Donc voilà, il faut oser. Mon deuxième conseil, et c'est comme ça que moi j'ai aussi progressé, je pense, c'est en osant faire les choses, en s'excusant pas. Tant qu'on fait les choses bien et honnêtement, on s'en fiche, on échoue, on le fait pas si bien, c'est pas très grave. Au moins on a fait. C'est cette idée de l'esprit critique, d'avoir un regard. Tu en parlais tout à l'heure avec les personnes que tu as accompagnées sur des projets que tu t'es pas forcément lancé avec eux, mais c'est un truc qui revient souvent dans ton discours là pour l'instant. Comment est-ce que tu veux l'aiguiser cet esprit critique en connaissant le maximum de choses sur le maximum de sujets et surtout pourquoi pour toi c'est important l'esprit critique? C'est le fondement. Surtout quand tu es entrepreneur. En fait, quand tu es entrepreneur, ce que tu dois savoir faire, c'est remettre en cause tous les paradigmes établis. On te répétera tout le temps que non, le marché n'est pas comme ça. Non, le consommateur n'est pas comme ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Non, les employés n'aiment pas ça. Et en réalité, être un vrai entrepreneur, c'est aller au-delà de ce qu'on dit. Et ta seule manière de le faire, c'est justement d'être doté d'un esprit critique. Si tu le fais par simple folie ou par méconnaissance des réalités, tu n'es pas un entrepreneur, tu es juste quelqu'un qui va aller d'échec en échec. Si tu le fais en sachant pertinemment le risque que tu prends, parce que tu es doté d'un esprit critique, c'est-à-dire une capacité de compréhension, de remise en cause des choses, à ce moment-là, le terrain de jeu s'ouvre. C'est là que tu peux véritablement innover, prendre à contre-pied tes concurrents, trouver des solutions un peu différentes aux problèmes que d'autres se sont déjà posés. Sur la partie de toi qui est entrepreneur, on a parlé beaucoup du parcours scolaire, mais sur tes premières expériences pro, notamment dans la banque que tu as citée, ou même à Artefact, comment est-ce que ces expériences pro premières, où tu n'étais pas entrepreneur, ça t'a façonné pour devenir entrepreneur, justement, même si tu avais déjà un peu cet esprit-là? Ce qui est intéressant, c'est que le métier de trader, qui est celui que j'ai fait le plus grand nombre d'années dans ma vie, et qui a été mon premier métier, en réalité, on ne le sait pas trop, mais être sur un desk c'est une équipe de trading, c'est comme gérer une PME. Donc en fait, c'est pratiquement de l'entrepreneuriat. Parce que chaque équipe a un pôle de responsabilité, a des ressources et doit délivrer un chiffre d'affaires. Et donc, comment on délivre un chiffre d'affaires ? En faisant le mieux possible, en pratiquant de la belle ingénierie financière, en motivant ses équipes de vendeurs. Et donc, en réalité, on est déjà un peu, sur un desk de trading, on est un peu chef d'entreprise quelque part. Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de notre argent, c'est une aventure collective, c'est celle de la société. En l'occurrence, je travaillais pour une banque cotée, donc celle des actionnaires. Mais il y avait vraiment cette démarche de dire j'ai des objectifs extrêmement quantifiés et j'ai le service, c'est moi qui le détiens. C'est mon savoir-faire qui va produire un service particulier. Donc je pense que ça m'a beaucoup aidé. Ce qui est venu plus tard, ça a été plutôt des soft skills. Quand j'ai pris des responsabilités managériales, lorsque j'ai fait du client facing. Ça, c'est des choses qui ont compté après dans ma vie d'entrepreneur aussi. Tu lances Néo en 2020 avec 3 autres cofondateurs. Néo, c'est un média qui, de vos propres termes, veut raconter la France et ceux qui la font. C'était quoi le postulat de base que vous aviez avec tes cofondateurs quand vous avez lancé Néo? D'où ça vient cette idée-là? Moi, je suis un fan de la culture pop, du digital d'une manière générale, et j'avais vu
la croissance des médias comme Brut, comme Combini, comme Loopsider, et sur le domaine du féminin, comme Simone, qui s'appelle Her Story maintenant. Et ces médias m'intéressaient beaucoup, je continue à les consommer, je suis un grand fan de Combini, je continue à regarder Brut, parce qu'ils apportaient une grammaire nouvelle, une grammaire qu'ils importaient eux-mêmes des États-Unis, et notamment Naosis qui est vraiment qui a inventé cette grammaire de vidéo carrée, de sous-titrage, tout ça vient des États-Unis, et on l'a intelligemment dupliqué en France. Donc moi j'observais ça. La seule chose qui me dissociait de ce contenu, c'était qu'il était extrêmement engagé et extrêmement clivant, en disant on prend des positions politiques, et ces positions politiques, on va les défendre tout le temps. J'ai toujours pensé que le rôle d'un journaliste, c'était d'être au plus près du réel. C'est impossible d'être dans le réel, mais d'être au plus près. Et donc c'est pas tout à fait ma vision du monde que de créer un média pour expliquer à tout le monde la manière dont on doit penser. Ma vision du monde, c'est plutôt de dire je crée un média parce que j'ai envie d'amener le monde tel qu'il est face à mon auditoire, et qu'ensuite cet auditoire se fasse son idée. Et en l'occurrence, il y avait un thème qui nous semblait, on regardait partout, on regardait ce qui se passait à l'autre bout du monde, on faisait des séquences de virales avec des tremblements de terre au Paraguay, on allait parler de Vladimir Poutine, bon, mais on parlait assez peu de ce qui se passait autour de nous. On est un pays merveilleux de près de 70 millions de personnes. La diversité, elle est partout, c'est pas une diversité politique, la diversité, elle est là autour de cette table, moi je l'ai toujours connue. Il n'y a pas une diversité, il y en a 1000. Une diversité de parcours, de vision, de religion, et personne ne porte une seule diversité, ça ne correspond pas à ce que je vois, moi, du monde. Et donc on se dit, on va faire très simple. Quelle est la seule chose qui rassemble tout le monde ? C'est d'être sur ce territoire-là. Ce territoire, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'on le veuille ou non, il a une histoire. Il est porteur de certaines traditions. Et quand je parle de tradition, je ne parle pas de quelque chose de... La tradition, c'est le rap de IAM et de NTM. Ça fait partie de la tradition française. C'est Molière... et la Boétie, enfin, c'est pas monolithique, quoi. Et j'avais envie de raconter ça. Finalement, ce beau pays qui fait du mieux qu'il peut, qui est pas parfait, mais qui est quand même une belle machine à intégrer, à apporter du bonheur quand on se donne la peine de finalement être un peu reconnaissant. Donc on avait envie de porter ce discours positif. Est-ce que c'est quand même... l'idée, c'est que vous avez lancé ça à 4. Est-ce que c'est aussi potentiellement une représentation de ce que vous aviez tous les 4, avec des parcours différents, une sorte de diversité ? C'est ça que vous vouliez raconter à plus grande échelle avec ce média ? Alors, dans l'équipe de départ, il y avait... c'est assez drôle, c'est un peu la fusion de deux projets. Il y avait un projet avec deux journalistes, qui sont Bernard de la Villardière, journaliste d'M6, et Stéphane Simon, qui est le producteur historique notamment de Thierry Ardisson, qui est décédé récemment. Donc deux personnes qui ont fait un peu l'histoire de la télévision, et qui, eux, de leur côté, avaient vu la croissance de ces médias en ligne, et avaient envie d'avoir aussi un discours un peu différent. Et donc on a commencé à 3 le premier projet, puis chemin faisant on a rencontré 2 autres associés, désormais on est 4, parce que Bernard a monté un autre projet, et eux avaient envie de parler de France. Nous on avait un projet un peu généraliste, et finalement on s'est dit mais tiens, la France, mais pas la France politique encore une fois, la France dans tous ses aspects, c'était un bon point de départ. En regardant pas finalement ce qui se passe aux États-Unis, on s'en fiche un peu, tout le monde en parle, donc nous on va pas en parler. Mais je peux tout à fait parler de Rihanna si Rihanna est de passage à Paris. C'est un peu plus concernant. Donc je suis ouvert au monde, je parle de tout, mais on essaie de prendre ce petit prisme. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvés. Et effectivement, chacun avait finalement un point de départ un peu différent, et on a convergé en se disant, là, il y a un espace. Et puis peut-être une petite astuce, il y a aussi l'analyse du marché. On avait vu la montée du Made in France, enfin du local. C'est une tendance de fond pour des raisons écologiques, pour des raisons sociétales. Aujourd'hui, de plus en plus d'entreprises cherchent à créer de l'emploi en France, de créer des circuits courts, et on avait envie aussi de raconter des histoires autour de ça, qui était un changement, c'est ce qu'on appelle la déglobalisation, finalement, on entamait, il y a quelques années, et le processus est toujours en cours, ce qu'on appelle la déglobalisation, c'est-à-dire une forme de mondialisation un peu plus mesurée, où on va se dire, je ne suis pas toujours obligé d'aller chercher mes produits à l'autre bout du monde ou mes services, en payant peut-être un tout petit peu plus cher, je peux en créer des emplois, je peux créer de la solidarité locale. C'était aussi ça le point de départ. Il y avait il y a une intuition business derrière aussi. Parce que, tu vois, moi, quand tu me dis sortir de ces schémas politiques engagés, etc., il y a un vrai truc qui ressort de ce média, c'est que vous prenez pas que des sujets
globaux sur la France, vous allez aussi rencontrer des artisans, des agriculteurs, des personnes qui font la France, mais qui ne sont pas beaucoup mis en avant. C'était aussi une vraie volonté, ça, à la base? Ouais, vraiment. On parlait de diversité, moi c'est ça ma diversité. Je trouve que, parce que tu vois, il y a une forme de leurre qui est de dire la diversité c'est j'ai telle couleur de peau et moi j'en ai une autre et donc ça c'est ma diversité. Je dis pas que c'est pas une composante, mais la réalité c'est que quand tu vis à Paris, moi une personne qui a pas tout à fait la même couleur de peau que la mienne et qui vit à New York, elle me ressemble beaucoup plus qu'un Parisien et un agriculteur en Ardèche. Donc finalement, la diversité culturelle, moi je la trouve beaucoup plus, c'est pas dans l'élite mondialisée qui écoute la même musique, qui regarde les mêmes séries sur Netflix, qu'on trouve la diversité profonde. Donc on avait envie d'illustrer aussi ça, et en se disant, il n'y a pas qu'une définition, il y en a 1000. Donc nous, on va tendre le micro, montrer à la caméra ce qu'on montre un peu moins. Et puis avec une image cool, parce que ce sont des gens bien. Il y a, quand on entend le pitch de Néo, pour moi, il y a quand même une idée assez patriote derrière. Est-ce qu'il y avait quand même aussi une pensée ou quelque chose qui amenait vers un désintéressement de la France, selon vous, que vous vouliez remettre au goût du jour, quoi? En fait, il faut se replonger dans le contexte de l'époque, 2019-2020. On est autour de George Floyd, avec des tensions raciales un peu difficiles dans le monde, et des doutes très importants quant au pacte républicain. C'est un moment où la société française se déchire sur, finalement, on a échoué notre intégration, l'assimilation n'en est plus question. Qu'est-ce qu'on a à offrir à ceux qui arrivent, à ceux qui sont là? Comment on fait société? Et à l'époque, c'était dur les débats qu'il y avait. Un drapeau français, c'était presque une insulte. Ça a beaucoup changé. Aujourd'hui, partout, et pourtant on a une Assemblée nationale qui est quand même assez bigarrée, mais de l'extrême gauche à l'extrême droite, plus personne n'osera critiquer le drapeau français parce que tout le monde a compris que c'était aussi, surtout en période de guerre notamment, que c'était un cadeau commun en réalité. Que Un vrai symbole. Oui, et puis au-delà de ça, le patriotisme, ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Le patriotisme ne veut pas dire qu'on néglige les autres pays, qu'on néglige les autres cultures. On dit juste, c'est notre terreau commun. Et puis, et ça, c'est une proposition relativement simple. Donc à l'époque, on s'était dit aussi, on ne fait pas de patriotisme de politique parce qu'on ne fait pas de politique. Il n'y a jamais de politique sur Néo, il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais. On va juste montrer des figures positives, des récits positifs de gens qui font la France. Et donc vraiment, c'est dans les banlieues, c'est dans les grandes villes, c'est dans la ruralité. Enfin, j'ai pas une France, il y a des Frances. Tu vois, je parlais de désintéressement. Tu parles du drapeau français. Est-ce que pour aller plus loin, est-ce que tu penses que on a l'impression que de plus en plus, le grand public aime de moins en moins le pays? Pas simplement s'en désintéresse, mais l'aime moins. Je pense qu'il l'a aimé plus. Est-ce qu'il aime moins? Je sais pas. C'est une vraie question. On a l'impression, parce qu'on a la critique facile en France, mais je crois qu'en réalité, tout le monde est attaché à ce pays. Alors, être attaché à son pays ne veut pas dire qu'on n'est pas critique à son égard, vis-à-vis de son histoire, vis-à-vis de certains éléments culturels, vis-à-vis de sa structure politique. Nous sommes des citoyens. En tant que citoyens, on doit être critique. On doit viser une société toujours plus juste, plus agréable, plus égalitaire. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je crois très sincèrement, finalement, lorsqu'on se retrouve en petits groupes avec des gens et qu'on... C'était aussi une des promesses de Néo, c'était de dire tout ne doit pas être une conflictualité. On ne veut pas faire de la viralité négative. Je ne vais pas citer qui, mais un de nos concurrents, le patron d'un de nos concurrents, disait « Nous, on fait de la viralité avec l'émotion et la colère, la tristesse et la colère. » Pour moi, je n'ai pas envie d'arriver le matin et dire à la rédaction, voilà, comment on va énerver les gens pour créer un buzz négatif. Et donc, nous, on s'est dit, on va essayer de susciter de l'engouement par de la fierté, du sentiment d'appartenance. C'est typiquement la boucle familiale. On va envoyer une vidéo parce que je sais que même maman peut la regarder, mon petit frère, moi, j'ai aimé. Et puis, il y a d'autres contenus qui sont un peu plus pop que je vais garder pour moi. Et donc, on avait envie de ce média qui permettait de rassembler tout le monde parce qu'en réalité, la vie, c'est essentiellement des moments où on ne se tire pas dessus. Et heureusement, c'est des moments où on sourit, on rit ensemble, on mange ensemble. On regarde l'art, on s'émerveille, on rit. Pourquoi un média serait si différent que ça et pourquoi la France, ça serait que des traumas? Donc on peut être réaliste, donc on n'est pas, nous, dans une forme de... tu vois, le patriotisme politique, sa faiblesse, c'est qu'il est dans une forme de candeur où tout irait bien, c'est le meilleur pays, regardez le reste du monde. C'est pas du tout ce qu'on dit.
Il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui nous déplaisent, mais quand même, il y a quand même beaucoup de belles choses. Donc on va prendre du temps ensemble pour les voir, ces belles choses. Mais je trouve aussi qu'on a pas mal le modèle patriotique américain parce qu'on est occidentaux et que pour beaucoup, aimer son pays, bah, c'est un peu comme on le fait aux États-Unis, c'est-à-dire God Bless America, c'est-à-dire les drapeaux américains à toutes les maisons, etc. Ce qui n'est pas forcément un modèle patriotique qui est partout. Et je suis assez d'accord avec toi sur le fait que effectivement, ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas la France, qu'on ne met pas le drapeau sur chaque maison non plus. Mais donc je trouve que c'est une belle manière de le raconter. Mais sur la forme de Néo, plutôt que le fond maintenant, est-ce qu'il y a des formats, des trucs que vous avez imaginés, vu que c'est un média digital, un truc un peu new gen, tu vois, qui vous a rendu particulièrement fier et qui vous a poussé à vous dire, ok, là on va dans la bonne direction? Alors forcément, les premiers gros succès, nous, le point de départ, et ça c'est un élément très différenciant, d'un point de vue éditorial, mais avec une portée business. De toute façon, quand tu fais des choix, quand tu es entrepreneur, tu ne fais pas des choix sans qu'il y ait une rationalité business. Donc on a fait le choix de nous différencier en faisant des formats longs, type magazine, mini docu, assez tôt. Ça coûte très cher à faire. C'est beaucoup plus cher qu'un face cam, c'est beaucoup plus cher qu'un podcast filmé, c'est beaucoup plus cher que prendre un téléphone, aller faire un micro-trottoir. On le savait. Donc, dès le business plan, on a choisi de faire ça, ce qui nous a permis d'entrer très très vite, d'avoir des clients. On a gagné un des premiers gros succès, une des plus grandes fiertés qui a confirmé notre choix. Au bout de 4 mois, on fait avec M6, la chaîne M6, on gère, M6 nous dit, on répond à un appel d'offres pour l'Euro de football. C'était pour Volkswagen. Et donc, vous êtes déjà très efficace en social media. Donc, vous allez être notre brique social media. Donc, on a l'appel d'offres, il y a eu tous les gros, hein, il y avait Brut, il y avait Combini, il y avait tout le monde, et on a gagné. Et donc, c'est nous qui avions fait les tournages, c'est nous qui avons diffusé sur les réseaux sociaux. Ça a été un très beau succès, un très gros deal. Et tout le monde a été très content. C'était des très belles vidéos pour les produits de la marque Volkswagen. Et ça a été très motivant pour les équipes parce qu'on s'est dit, voilà, on reconnaît notre savoir-faire. Et notre savoir-faire, c'est qu'on est arrivé à un dispositif multicam, qualité télé. Au bout de 4 mois, on savait faire. Parce que dès le début, on a fait. Si on avait commencé avec des petits contenus, on n'aurait pas été crédible. Et comme beaucoup de médias, on aurait stagné à une taille minimale. Et finalement, ça aurait été probablement un échec. Donc oui, ça, j'en suis assez fier. Et ça, alors, c'est pas un format au sens éditorial du terme, mais une forme particulière. Un projet qui voilà, a marché. au-delà du projet, enfin, le fait de faire du format long, c'est un parti pris assez important éditorial. Ouais, mais c'est sûr. Et puis, ça se démarque vachement des Combini Brut. Brut le fait un peu plus, mais Combini qui était que sur du format court. Court, très pop. Et aussi, il y a autre chose qui avait été un doute, c'était de dire, est-ce que finalement, comment on montre, parce que je te disais tout à l'heure, finalement, la diversité, c'est toutes les diversités. Donc celle de l'âge aussi. Or, sur les médias en ligne, c'est compliqué de montrer des personnes âgées. Alors de moins en moins, parce qu'il y a maintenant plein de pages qui cartonnent. Les jeunes aiment bien, en fait. Tu te rends compte, même sur TikTok. Mais c'est pas n'importe quelle personne âgée. C'est des personnes qui peuvent être des modèles, c'est des personnes dynamiques, c'est des personnes qui ont quelque chose. Et on s'est dit, mais voilà, est-ce qu'on risque pas d'être un peu ringard, finalement, en montrant des figures qui sont pas celles qu'on a l'habitude de voir. On y allait. Parce que c'était intéressant, parce qu'il y avait des belles histoires à raconter et ça a cartonné. Et puis du coup, tu touches aussi plus facilement, parce que le format court, c'est quand même beaucoup pour les gens de ma génération ou autres. Et donc faire des formats un peu plus longs, même si c'est sur les réseaux sociaux, tu vas toucher cette génération en les incluant évidemment dans les vidéos. Ouais. Mais pour que les gens comprennent bien, parce que c'est un peu compliqué à chaque fois le modèle économique des médias, comment est-ce que vous fonctionnez, comment est-ce que vous gagnez de l'argent tout en racontant la France par exemple ? En fait, de la même manière que tous les gros médias, vidéos, réseaux sociaux, on fait l'essentiel du business model, c'est ce qu'on appelle du brand content. Donc en fait, si vous allez regarder nos vidéos, il y a marqué collaboration commerciale, pas sur toutes les vidéos, mais une vidéo sur 10 à peu près. Et donc on vient raconter avec une marque, une histoire que la marque a envie de passer, avec notre manière de la raconter, avec notre sensibilité, avec notre public. Donc ça permet à la marque souvent de raconter, faire des petits pas de côté. On était très fiers, par exemple, d'avoir eu pendant les JO LVMH. Et tu te souviens, il y a eu Louis Vuitton avait fait notamment les tenues des hôtes qui étaient sublimes avec ces bérets, etc. Et tout le travail de confection, c'était très beau d'un point de vue design, mais en plus, ils ont fait travailler des métiers en France. Il y a eu derrière un élan, que ce soit dans les tissus, la confection, le stylisme.
ils avaient envie de raconter ça. Mais s'ils mettent ça sur la page LVMH, personne ne va le regarder. Si c'est un média qui en parle, à ce moment-là. Et donc, on a eu ce partenariat, très beau partenariat. C'est un exemple parmi tant d'autres. Et c'est comme ça qu'on vit, qu'on se développe. Donc, on a travaillé avec plus de 200 marques. On travaille avec la moitié du CAC 40. Aujourd'hui, c'est fondamental de faire du brand content, de faire cette influence-là via les réseaux sociaux pour les marques. Comment est-ce que cette volonté donc de raconter la France, de raconter tous les acteurs, la diversité et tout, quand tu as des acteurs du CAC 40 qui viennent et qui te proposent de faire du brand content, comment est-ce que tu vas allier ce type de contenu tout en gardant votre essence qui est de prendre toute la diversité, par exemple? Alors, en fait, la diversité n'est pas une contrainte. C'est juste que nous, en fait, c'est simple, puisque la diversité, c'est toute belle histoire qu'on pourrait raconter. Donc, quelque part, c'est pas une contrainte, c'est une libération. Parce qu'en réalité, souvent, ceux qui évoquent la diversité, quand on les regarde, ils sont pas diversifiés. En réalité, c'est une certaine diversité, mais en réalité, c'est extrêmement contenu. C'est un peu paradoxal, hein. Donc, nous, on est assez libre par rapport à ça. En revanche, nos marqueurs, c'est qu'on raconte des histoires positives. On n'est pas moqueur. On n'est pas narquois. Je te parlais de gentillesse au début, mais je crois que le média l'est profondément. Et donc, en fait, techniquement, comment ça se passe ? On a soit une agence média, donc les grandes agences Publicis, Havas, 366, qui nous font des briefs. Et donc, on peut être interrogé et on vient avec des propositions éditoriales, des propositions de format et le client choisit. Soit on est seul, soit on est en compétition avec d'autres médias. Et pour les clients qu'on a en direct, le client nous expose sa problématique. On travaille, on a des équipes pour ça. Les équipes viennent nous faire des propositions de format, parce que tu vois, ça peut être des choses très très différentes. Tu peux recevoir le PDG, la directrice nationale en studio, comme aller, tu vois, on est allé pour les vignerons de Champagne avec Philippe Etchebest plusieurs jours à leur rencontre. On a organisé sur une autre vidéo, toujours avec lui d'ailleurs, on l'aime beaucoup, un concours de mixologue. Ce qui était pour très une marque sympa, de spiritueux, voilà, c'était assez sympa. Ça, c'est des propositions qu'on fait. Et parfois, c'est le client qui a une idée. Il dit, bah tiens, ça va bien caler avec ce que vous faites habituellement. Est-ce que ça vous dit de faire ça avec nous ? En 2023, vous lancez aussi Lou Media, qui est intimement lié avec Néo. C'était quoi l'élément déclencheur de vouloir lancer ce deuxième média dans cette lignée ? Un peu de manque. C'est un peu comme un enfant. Finalement, Néo était arrivé à sa rentabilité. On avait envie aussi de le développer, donc on était en série A, donc on avait déjà fait un premier funding au lancement, et là on avait envie de le développer pour être vraiment au niveau des gros concurrents, en tout cas parce qu'on est les derniers gros entrants en réalité, les autres ont plusieurs années d'avance. Et puis on avait envie de s'y remettre, on avait plein d'idées. Et Néo, la contrainte, c'est que déjà il y a cette contrainte de dire finalement la France c'était sympa, mais c'est un peu une contrainte. On est tous très curieux, très ouvert, et parfois moi aussi j'ai envie d'aller raconter Rihanna à Rihanna, quoi. Enfin, à la Rihanna chez elle. Puis quand tu vois les combini, les brutes faire du contenu là-dessus, tu Voilà. te dis ah oui, bah putain, c'est cool, mais. Exactement. Ouais. Un côté un peu plus pop, un peu. Et puis, donc ça c'était se libérer un peu de la contrainte géographique, pouvoir raconter toutes les histoires. Et puis il y avait ce thème du féminin, et on était retombé exactement. On avait l'impression d'être revenu comme au début de Néo, avec, autour de la féminité et de la femme, des discours très durs et très résolus, très militants, qui correspondaient pas trop aux femmes qui nous entouraient. En tout cas, on n'avait pas cette impression-là. Et donc, avec une équipe de filles, on s'est dit, pourquoi on va pas faire notre média si on n'est pas tout à fait content on respecte tout à fait ce que font les autres. Il y a un public, ça cartonne. Mais je pense que ça peut cartonner en ayant un discours un peu différent. Et de la même manière, on va juste faire un média débarrassé de la politique. On peut faire un média féminin sans parler de politique en permanence. C'était quoi ce parti pris que tu voyais un peu chez d'autres médias et que vous vouliez vous écarter un petit peu ? Des lignes très politisées. Okay. C'est-à-dire des lignes qui, de la même manière, viennent dire aux gens ce qu'ils doivent penser. Et pas simplement leur amener des éléments de compréhension, leur montrer des modèles. Donc nous, on s'est dit, on va appliquer les mêmes recettes, on va donner de leçons à personne, on ne critique personne, on accepte tout le monde. C'est comme ça, vivre en démocratie. Il y a des choses qui ne nous plaisent pas non plus, mais on les respecte. Il y a chez nous, vraiment chez nos journalistes, toutes les sensibilités politiques. Et je demande simplement aux journalistes de laisser leur carte d'électeur en rentrant à la rédaction, à la porte de la rédaction. C'est important ça. Et comment est-ce que vous arrivez à voir, même dans vos process de recrutement, ce trait de caractère qui est d'être dépolitisé ? En fait, déjà, quand les gens viennent chez Néo, ils savent qu'ils ne vont pas pouvoir faire de politique, c'est pas dans la ligne. Donc les vrais militants ne viennent pas. Et il y a des gens qui ont des vraies convictions, mais qui ont l'intelligence
de la laisser. Quand on regarde un match de football avec ses copains et qu'on boit une bière, on parle pas de politique toute la journée. On peut célébrer des choses ensemble sans revenir à C'est pour ça que qui les on va Coupes du voter. Monde sont aussi Voilà. fédératrices. Pardon. Et puis il y a plein de moments, quand on a un concert de musique, on ne demande pas si le voisin a voté pour tel ou tel ou ce qu'il pense de telle loi qui est en cours de gestation. Non. En fait, je pense que on peut vivre, et même dans l'espace public, parce que là on parle de médias, on peut vivre en se débarrassant du tout politique. Je ne crois pas en le tout politique, et donc notre contre-proposition était simple, faisons du positif et pas du politique. Comment tu fais quand, en plus à cette période, comme tu le disais, le sujet des femmes, c'est quelque chose qui est assez sensible quand même dans les médias, pour prendre des axes, pour trouver des axes éditoriaux à utiliser sans potentiellement vous prendre des bad buzz ou des trucs derrière. Alors, Néo-Elou, c'est plus de 6000 vidéos, zéro bad buzz. Mhm. Parce qu'on respecte tout le monde. Donc déjà, je pense que respecter tout le monde, on trafique rien. Il n'y a rien de trafiqué. Tout ce qu'on montre, c'est vrai. Et si l'histoire est pas belle, on la raconte pas. Si elle nous plaît pas, on la raconte pas. On est très respectueux des gens. Donc s'il arrivait, ça peut arriver 2-3 fois, quelqu'un dit « Ah, mais je suis pas à l'aise avec cette séquence ». Bon, elle disparaît, elle est même plus sur les serveurs. Il y aura... Enfin, on va pas chercher justement la difficulté. Il y a tant de belles choses à raconter. Donc voilà, on essaie de s'en tenir là. Et puis surtout, encore une fois, même sur la femme, on montre les femmes telles qu'elles sont, telles qu'on les rencontre. Il n'y a pas une féminité qui est acceptable, une autre qui ne l'est pas. Nous, on avait aussi envie de reparler de famille, parce qu'en ce moment, on parle de natalité comme si c'était quelque chose de technique. Non, c'est quelque chose aussi, c'est de l'amour, c'est des êtres humains. J'aime pas le terme de démographie. Ouais, il y a des enjeux derrière qui sont autres que voilà, ça. c'est de la politique. C'est de la gestion, la démographie. Non, on parle de famille, et la famille, elle peut avoir la forme qu'elle veut. Et c'est ça, c'est ça notre, je crois, recette un peu secrète, c'est que il n'y a pas une famille. On n'a jamais promu un modèle plus que l'autre. On rencontre les familles qu'on rencontre. Donc on nous propose des choses, on y va, et la famille ressemble à ce qu'elle... parfois elle est recomposée, parfois elle est très ancienne, parfois elle est nombreuse, parfois elle est seule, parfois... On a raconté plein d'histoires de mères qui élèvent seules 9 enfants, et de manière merveilleuse, des histoires plus conflictuelles dans des schémas familiaux qui ont l'air plus classiques. En fait, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment un message positif de résilience, notamment. Quand il y a des histoires un peu plus dures, on essaie de toujours trouver le positif pour donner un peu d'espoir aux gens et pour les inspirer. C'était une question que je m'étais posée, tu l'as un peu effleuré tout à l'heure quand tu as dit que vous étiez entouré d'une équipe de femmes. Donc sur Néo, vous étiez 4 fondateurs hommes. Quand vous avez voulu monter Lou, c'était quoi un peu le processus pour vous dire, ok, nous on est 4 hommes, pour raconter la femme, il va falloir s'y prendre autrement pour que ce soit cohérent. Et ben on s'est dit très simplement, on va aller trouver les femmes qui ont envie de raconter cette histoire avec nous. Donc on est allé débaucher Clémence de chez Quotidien, qui faisait une rubrique depuis plusieurs années qui s'appelle La Mondaine, qu'on adorait tous, on était fans. Qui est très cool. Ouais, très très cool. Et Clémence, elle est maman, elle est moderne, elle bossait en télé, et on avait envie de l'avoir autour de nous. Il y avait une autre fille qui s'appelait Églantine Després, qui venait de chez BFM. Et alors, Églantine avait un rôle assez amusant parce que chez BFM, c'était un peu l'envoyée, elle était partout aux quatre coins de la France, en immersion. Et on s'est dit, ce tandem-là de filles, on va leur demander de créer un média avec nous et de recruter une équipe. Donc, il n'y a que des filles dans l'équipe. Et il pourrait tout à fait avoir des garçons d'ailleurs. Ils ne postulent pas, mais s'il y a des garçons brillants qui se sentent de parler de médias féminins, envoyez-nous les CV, on les regardera. Et donc en fait voilà, la réponse elle est assez simple. Pour parler de femmes, on s'est entouré de gens qui savaient en parler parce qu'elles étaient directement concernées. Mais très sincèrement, moi j'ai lu pendant très longtemps Vogue Magazine, j'ai lu Femme Actuelle de ma mère. Je sais ce que c'est que la presse féminine. Je suis concerné différemment, bien évidemment, mais je débarquais pas complètement. Sur toi, ta capacité à créer un média, j'ai une question qui n'est pas provocatrice, mais donc tu es essayiste, tu es docteur, tu as fait de la recherche, etc. Comment est-ce que toi, dans ces médias, tu as réussi à t'ancrer dans le nouveau monde des médias digitaux avec des codes qui sont différents de ce que potentiellement tu as pu apprendre dans ton parcours pour t'intégrer justement à ces codes et potentiellement à les casser ou autre, mais comment est-ce que tu arrives à jongler entre ces deux facettes de ta vie ? En fait, de manière très simple, comme j'étais un consommateur, je suis devenu consommateur à fournisseur quelque part, si tu veux. Moi, je regardais Snap, ça fait plus de 10 ans, 15 ans. Enfin, j'ai Snap installé depuis toujours. Quand il y a eu TikTok, j'ai eu TikTok tout de suite. En fait, je les connais, ces médias. Je les connais intimement, j'en ai vu des milliers des vidéos.
Et il se trouve que, alors personnellement, et mes associés, après, je te dis, il y avait des associés qui venaient du milieu de la télé, du cinéma. Donc l'image, on savait en faire, on avait les compétences autour. Mes deux autres associés, Louis et Henri, ils viennent du milieu des agences, donc ils savaient parler aux marques. Donc finalement, c'est aussi c'est ça qui est beau dans l'entrepreneuriat lorsqu'on le fait en équipe, c'est qu'on vient se compléter. C'est pas moi qui ai eu toutes les compétences, mais j'ai apporté un certain nombre de choses. J'ai fait pas mal la stratégie du média, bien évidemment avec mes associés, mais c'est des sujets que j'adore la stratégie digitale. Et cette passion, finalement, je l'ai mise dans ces projets. C'est la place aujourd'hui, la place aujourd'hui que tu as dans ces médias, c'est quoi un petit peu, toi? J'en ai été le directeur général pendant très longtemps et je reste président du conseil d'administration. Ok. Ces médias-là digitaux, ils prennent de plus en plus de place, notamment dans ma génération, même celle un peu plus vieille. Qui, pour beaucoup, même les plus jeunes, remplacent complètement les médias traditionnels, que ce soit le journal ou que ce soit le journal télé. Tu penses que dans le futur, ça aurait quelle place, ces médias digitaux, dans l'échiquier médiatique d'aujourd'hui? Alors, ce qui est sûr, c'est qu'ils sont là et vont rester. Ça, c'est évident. Ce qu'on ne sait pas, c'est la forme qu'ils ont. C'est leur hybridation, parce que l'image, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer assez fondamentalement. La production de contenu évolue assez fondamentalement. Et donc, je ne sais pas exactement quelle sera la forme finale. Est-ce que ce sera des grands groupes intégrés? Est-ce que ce seront des sortes de plateformes d'influence? Parce que tu vois, les médias, on intègre, tu vois, Églantine est un peu notre influenceuse maison. Et donc, on commence à hybrider quand même les formes, ce qui n'était pas le cas au début. Tu regardes les formats carrés de Brut, c'était vraiment des formats carrés de Brut. Puis il y a Hugo Clément sur Automobile qui a commencé déjà à brouiller les lignes entre influence et médias. Et donc, pour répondre très clairement à ta question, ils sont là pour durer. Ils sont consubstantiels à nos pratiques désormais. Quelle forme ils auront? Est-ce qu'ils sont fully generated by AI? Est-ce qu'ils sont au contraire très deep? Parce qu'on va aller justement y chercher quelque chose de très authentique? Ça, c'est plus difficile à dire. Puis tu vois, on voit la télé a du mal, parce que pour son précaré. Mais la Fast TV, par exemple, les chaînes qui existent que de manière dématérialisée, c'est déjà une convergence. Quand tu regardes YouTube, tu sais plus vraiment si tu regardes de la télé, du cinéma, Ouais. du doc, une plateforme, il y a des shorts, donc t'es à moitié dans le réseau social. Donc voilà, et cette grande convergence-là est en train d'opérer, et bien malin celui qui saura comment ça va évoluer, puisque c'est souvent la technique qui guide les usages. Donc ça dépendra aussi des prochains bons techniques. Parce que, tu vois, tu parles de YouTube, c'est un exemple qui est hyper intéressant sur le monde du divertissement. Moi, il y a 10 ans, je regardais que des gars qui étaient dans leur chambre et qui lisaient des podcasts, qui jouaient à des jeux vidéo. Aujourd'hui, tu as des prods qui sont extraordinaires. Est-ce que tu penses que, même si, bon, les médias digitaux sont hyper professionnalisés dès aujourd'hui, que, euh, tout comme les YouTubeurs se rapprochent de plus en plus de potentiellement des concepts télé à leur manière, on va aller sur des médias digitaux qui se rapportent de plus en plus à des médias traditionnels à la télé, mais sur le téléphone. Ah ouais, de manière évidente. En fait, ce brouillage, il a déjà commencé, il va pas cesser. Pour l'instant, il y a quand même une gradation dans les contenus, entre le plus bas de gamme qui est faire un micro-trottoir avec un micro-cravate quand t'es un influenceur. Quand je dis bas de gamme, c'est pas un jeu de valeur. C'est moins cher à plus low cost, que plus low cost. Un téléphone, un petit micro, on peut faire quelque chose de sympa. Et les grosses prods de MrBeast, de Squeezie, qui sont des prods de niveau télé, voire parfois plus cher que des programmes télé, parce qu'ils ont une audience beaucoup plus large. Effectivement, on voit qu'il y a tout un gradient, et en fait, les médias désormais se nourrissent des codes des uns et des autres. Ça a toujours plus ou moins été le cas, mais là, de manière quand même assez impressionnante. La télé regarde maintenant systématiquement ce que nous on fait sur les réseaux sociaux, et nous, on continue à regarder ce que la télé fait, parce qu'il y a encore des choses à nous dire. Et tout ça, c'est en train de s'hybrider, très clairement. Vous allez faire comment pour garder ce côté authentique, réseaux sociaux, très spontané limite, que peut avoir les médias digitaux. Tu vois un Brut qui va se déplacer directement en live, le truc, Hugo Décrypte qui fait les actus du jour tous les jours, etc. Comparé à ces médias donc, traditionnels qui sont et qui marchent très bien, mais qui voilà ont cette spontanéité en moins. Ouais, clairement. En fait, la spontanéité, ça fait vraiment partie des codes d'Internet. Et donc, quand les formats s'institutionnalisent trop, on perd les audiences. C'est très compliqué d'ailleurs pour le brand content, parce qu'on fait du contenu pour des marques. Les marques attendent du contenu souvent premium, qualité télé, mais il faut garder le supplément d'âme.
Donc ça, c'est toujours un subtil équilibre, il n'y a pas de recette. Nous, on essaie de le faire en suivant les tendances, sans être non plus tout le temps, enfin, on s'astreint pas à être le précurseur des tendances. On se dit simplement, voilà, on essaie de, finalement, de suivre, de pas être très loin et d'avoir une grammaire, un discours un peu différent. On regarde tout ce qui se fait dans le monde, on regarde des concurrents, on s'inspire de toutes les formes artistiques et on tente les choses. Je pense qu'on pourrait tenter encore plus. Ça frustre parfois, mais on tente des choses et puis on regarde comment le public réagit. C'est ce qui est assez beau. C'est-à-dire que c'est beaucoup moins engageant, on sait beaucoup plus un laboratoire, une chaîne de télé, lorsqu'elle décide, une fois qu'elle a fait un pilote, qu'elle a testé, elle est vraiment engagée sur un programme, c'est compliqué. Nous, on peut faire tourner une séquence, ça plaît pas au public, on fait une pas. Il y a des formats comme ça qui sont en train de se lancer ou qui sont lancés récemment, que vous aimez bien, que vous aimeriez lancer à votre image? Bah là, on a une fille qui s'appelle Alix, qui vraiment tourne à la TikTok. On l'a envoyé sur une base militaire. Elle est revenue, parce elle a suivi 14 joueurs d'hélico. Et je vous invite à aller voir la vidéo. C'est vraiment du format TikTok hyper dynamique, filmé un peu de manière différente et très amusant. Enfin, on est vraiment sur des grammaires de montage qui sont pas celles de d'habitude. Et ça fait partie des tendances, ça fait partie de ce qu'on a aussi envie de montrer. Donc voilà, on est ouvert à tout en réalité, simplement de la créativité, de la bonne humeur et puis surtout nous ce qui nous guide c'est les belles histoires. Finalement, la forme importe, mais évidemment faut que ce soit propre et elle est secondaire. D'abord l'histoire, ensuite on voit la forme. Parce que sur tu vois, moi, tu parles de trend, etc. Moi, je sais que je viens du monde de la communication et j'arrive à avoir un avis assez tranché sur ça. Et je sais que t'en as beaucoup qui essayent de suivre les trends, peu importe ce qu'elles sont, hein, effarouchement pour essayer de suivre le mouvement, etc. Comment est-ce que vous arrivez à dire, ok, cette trend-là, elle est bien, on peut la prendre à notre sauce, elle va marcher et c'est pas bizarre ou cheap, et de dire, ok, cette trend-là, ok, elle marche de fou, par contre, c'est pas nous et on n'y va pas, quoi. Ouais. Alors si tu parles des trends, vraiment de micro-trends, il y a deux types de trends. Il y a les trends, les grands formats. C'est-à-dire vraiment une manière de monter. Euh, Tu vois, par exemple, parce que c'est une trend quand Combini installe ses formats face cam avec fond coloré, c'est une trend fondamentale. C'est quelque chose de manière évidente, c'est un nouvel élément de grammaire. Si tu me parles de trend, je sais pas, on va parler des brain rot ou faire des vannes sur les brain rot, oui, ça c'est une trend, mais circonstancielle. Moi, je vais pas le lancer, même si tous les influenceurs l'ont fait, même si les médias sont amusés à le faire, je vais pas l'écrire un format. Ouais, mais le starter pack ou les trucs comme ça, quoi. Ou le starter pack, on l'a pas fait. On Hmm. l'a vu 200 000 fois, je me suis même pas amusé à mettre quelqu'un de la Red Life en Ghibli, enfin, ça c'est des micro-trends, c'est plus pour les influenceurs, c'est pas pour les médias. C'est quoi le but ultime que vous avez donc pour chacun des médias, où une fois que vous aurez atteint cet élément-là, tu crois te retourner et dire ok là on a fait du beau chemin. Bah, franchement, là, je suis très fier parce que on a amené, dis ça, ouais, je pense qu'on est un des seuls médias à avoir réussi ça, nos deux médias à être rentables cette année. Alors, on n'est pas les seuls médias rentables, mais aussi vite, oui. C'est-à-dire que Lou, ça fait un peu plus d'un an et demi. Et c'est rentable désormais, ça a trouvé ses clients. On a des super belles marques. Il y a des marques qui nous contactent toutes les semaines parce qu'elles ont envie de ce discours-là très positif autour de la femme. Et c'est un joli marché. Il y a beaucoup de produits, il y a des choses très spécifiques. Et puis Néo, maintenant, est mature. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est continuer à nous amuser, faire des choses de plus en plus impressionnantes. Je cache pas que je suis un peu jaloux de Brut au Festival de Cannes, par exemple. Pour l'instant, on fait pas trop ça. On fait des events, hein, mais un peu moins paillettes, un peu moins parce que je vois, cinéma on en parle, mais quand des invités viennent, c'est un peu moins le contenu qu'on vient offrir. Or, c'est la France aussi, donc c'est ça, c'est notre culture, c'est notre patrimoine. Donc moi j'ai envie qu'on aille un petit peu plus vers ça aussi, quoi. Être un peu plus dans l'actu. Bah déjà bravo hein, pour les deux médias qui sont rentables, c'est très beau. On va arriver sur ta vie d'auteur. Donc t'as écrit deux livres, donc le Statistiquement correct et Malaise dans la langue française, promouvoir le français au temps de sa déconstruction. C'est à quelle place aujourd'hui ta vie d'auteur parmi tous les autres métiers que tu fais? Quand est-ce que t'écris? Pourquoi tu écris? C'est quoi un peu tes process?
Alors j'écris un peu plus que ça parce qu'il y a des collaborations d'ouvrages et puis un livre que j'avais écrit à deux, qui est mon premier essai en J'en veux nommer un auteur de vin. oui, qui s'appelle Français malgré eux. Là, c'est complètement différent, ça n'a rien à voir avec Néo, c'est ma vie de citoyen, c'est ma vie de, entre guillemets, intellectuel, le terme il est extrêmement pompeux, mais c'est vraiment la continuation de mes travaux de recherche. J'ai besoin de ça pour me nourrir. Je me sens concerné par les choses, par le monde tel qu'il est, j'ai envie d'analyser, de partager, d'essayer de comprendre aussi. Et finalement, en analysant pour les autres, on comprend mieux soi-même. Donc la discipline d'écriture, j'écris, j'aime à dire que j'écris dans les interstices de ma vie, c'est-à-dire littéralement il y a 10 minutes l'avion est en retard, j'allume mon ordi, j'écris, je suis dans un Uber, je suis dans une salle d'attente de médecin, voilà, j'essaie d'écrire quand je peux et je dors assez peu. Donc le soir, c'est calme. Donc j'avais raison sur l'insomnie. Je suis pas insomniaque, je dors bien, mais je dors 3-4 heures par nuit. Okay. Et donc j'aime bien travailler le soir, ouais. Assez tard quand t'as plus de DM. Et que y a plus rien pour te déranger, et que là t'es dans cette espèce de confort un peu particulier où t'as le temps de réfléchir, de lire, et d'écrire. Ouais, mais c'est un truc qui revient souvent chez les auteurs. J'avais pour mon premier podcast, précoce, interviewé une autrice, qui faisait là beaucoup plus de fiction ou autre. Et c'était la même chose de dire, ok, moi j'écris que la nuit, parce que la nuit, je sais que mes potes ils vont pas m'envoyer un snap ou quoi, je vais pas être là à devoir répondre à tes trucs ou quoi. Et effectivement, il y a un truc de créativité la nuit qui est assez fou. Même moi, même si j'écris pas, mais dans d'autres domaines et tout, je trouve que c'est assez fort. La nuit, c'est très propice. Ah, il y a deux types d'écrivains, généralement. Il y a ceux du matin. C'est la très tôt aux aurores. J'aime bien sentir la fraîcheur de nouvelle journée, la nouvelle énergie. Ils écrivent pendant plusieurs heures le matin. J'ai plusieurs copains romanciers, notamment, qui écrivent comme ça. Et puis après, ils sont presque de la journée. Bon, il faut que ça, donc. Et il y a ceux qui écrivent effectivement la nuit, ou qui sont contraints d'écrire la nuit. Moi, je travaille la journée. De toute façon, je pourrais pas le faire. Mais tu as raison. Il y a quelque chose d'enveloppant dans la nuit. On est chargé de tout ce qui s'est passé dans la journée. On raisonne différemment. Et je crois que pour écrire, c'est mieux d'avoir l'esprit chargé que l'esprit qui a récédé pendant le sommeil. Parce que il se nourrit d'affect, il se nourrit de quelque chose de très charnel et corporel. Surtout pour le roman. Pour l'essai, c'est plus discutable. T'as écrit donc Malaise dans la langue française. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui t'a inspiré un peu ce livre-là? J'imagine que c'était tes études aussi, dans tout ce que t'as fait, philosophie et compagnie. Donc c'est quoi qui t'a inspiré et c'est quoi une des grandes conclusions que t'en tires? En fait, moi je suis un amoureux de la langue française. Je trouve que la langue française, c'est le premier vecteur d'intégration et d'égalité. Tu peux faire tout tu veux. Avoir le bagage social que tu veux, le bagage familial que tu veux, la couleur de peau, les origines, la religion que tu veux. Si tu parles un français châtié, tu t'ouvres toutes les portes du monde. On te regardera jamais avec condescendance. On t'écoutera. Après, si tu dis des absurdités, tu seras ramené à ta condition, mais tu t'es ouvert des pas. Donc la langue française, c'est un cadeau, et j'y tiens beaucoup. Moi, ça a joué un rôle très important pour moi, ça m'a probablement beaucoup aidé de parler un bon français. Mes parents, aucun de mes parents est né en France, mais ils ont tenu à ce que on parle uniquement français à la maison, mes frères et sœurs et moi. Et ça, je crois, a aidé tout le monde pour le mieux. Ça veut pas dire que on ne garde pas le bagage culturel, les traditions, on n'a pas d'attachement, même sentimental, au pays d'origine de nos parents, mais voilà, ça nous permet d'être français, de profiter de la France, c'est, voilà, de vraiment maîtriser cette langue. Et alors, Malaise dans la langue française, c'est un essai particulier, c'était au moment, moi j'aime bien finalement m'intéresser aux phénomènes tels qu'ils se produisent à l'histoire des idées. Il y avait toutes ces exigences vis-à-vis de la langue liées à l'inclusivité dans la langue. Et ça, c'est des questionnements qui sont assez nouveaux. En tout cas, dans la forme contemporaine, ils sont assez nouveaux. Donc, c'est des débats qui questionnent fondamentalement qu'est-ce qu'une langue qui devient instable. Qu'est-ce qu'une langue qui, désormais, motivée dans sa structure par des éléments moraux, et pas que par des éléments techniques. Ça posait des questions philosophiques qui m'intéressaient beaucoup. Et il me semblait quelques dangers. Je pense que l'inclusivité, c'est dans les attitudes et dans les discours. C'est pas dans la forme de la langue. Je pense qu'on se méprend et qu'on perd du temps à s'échapper. Et donc j'avais envie d'expliquer ça. Donc, j'ai demandé à des auteurs, j'ai pas fait tout seul, j'ai demandé à des linguistes, des sociologues, des philosophes,
de venir écrire. C'est moi qui ai fait l'argumentaire et ils ont après chacun écrit leur chapitre du point de vue de leur discipline pour expliquer quelles étaient les incidences. Donc c'était une manière d'avoir un livre qui remettait un petit peu à plat toutes les conséquences d'avoir des jugements moraux dans la langue. Toi, c'est donc j'imagine ton côté lecteur aussi qui t'a beaucoup formé à la langue française, ces amours des classiques dont tu parlais au tout début. Pour quelqu'un qui souhaite maîtriser fondamentalement la langue, qui souhaite atteindre ce niveau d'excellence dont tu parlais et qui aide beaucoup, ce serait quoi tes conseils pour aller chercher justement cette maîtrise de la langue? Il n'y a pas de bonne et de mauvaise littérature. Déjà, je pense qu'il faut... alors, bien évidemment, il y a de la grande littérature, faut pas non plus être complètement naïf, mais le fait de lire, tout court, un texte construit, il ne pas de... Je lis de la bande dessinée régulièrement, j'adore ça, je lis des mangas, j'adore ça, mais c'est une écriture différente. L'écriture qui est beaucoup plus séquentielle. Donc, il faut aller affronter les textes. Il y en a peut-être 100 pages, 200 pages, 300 pages, plus. Ça, donc, quel que soit le texte. On s'en fiche, en réalité. Donc, il faut aller vers ce qu'on aime. Il y a de très belles littératures d'anticipation, de science-fiction, qui est beaucoup plus agréable à lire, probablement, pour quelqu'un de jeune, par exemple. Il y a des théâtres qui est sublime. Et après, il faut quand même aller tutoyer un peu les classiques de temps en temps. La vieille langue française, cette tournure un peu surannée, c'est ce qui nous fait comprendre d'où on vient, pourquoi certains mots sont là, quelle est leur importance. Et progressivement, on acquiert cette nuance, et ça devient un jeu, ça devient un plaisir de parler français parce que on a un répertoire beaucoup plus riche de vocabulaire, et manier ce répertoire de vocabulaire, c'est comme manier des passes, des passements de jambes, des tricks au foot. En fait, c'est beaucoup plus sympa lorsqu'on sait faire ça que simplement pousser le ballon lorsqu'on a 7 ans. Et donc c'est un peu la même chose, la langue française. Faut apprendre un peu ces classiques pour ensuite pouvoir s'amuser vraiment avec. Et c'est un des meilleurs investissements qui soit, parce que généralement on perd pas. J'ai quand même l'impression, c'est peut-être un truc que t'évoques dans ton livre, mais qu'il y a une sorte de cassure, potentiellement avec ma génération, je sais pas si c'est plus global que ça, avec ce côté lecture, et surtout avec ce côté lecture des grands classiques. Je sais que d'expérience, j'ai fréquenté des personnes qui, voyant un livre de 300 pages écrit en français distingué, et se disent non, ok, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, je le lis pas. Pourtant, c'est essentiel. Je pense qu'elle vient d'où cette cassure? Bon, il y a 3 raisons qu'on ne dit pas. Un, on a continuellement baissé le niveau d'exigence à l'école. Plein de raisons, des bonnes et des mauvaises. Et donc, effectivement, on a introduit des textes plus simples en disant que le niveau avait baissé. Et c'est une sorte de cercle vicieux. On simplifie, le niveau baisse, on simplifie, le niveau baisse, on simplifie. Et je ne parle pas de Booba, moi j'adore Booba, et Booba, il y a des textes qui sont sublimes. J'ai aucun problème avec ce que Booba soit dans le corpus. Je suis pas un conservateur dans la langue, mais il doit être au corpus à côté de Blaise Sandrard et à côté de Racine. Sinon, ça ne marche pas. Parce que si on ne fait plus que Booba, Gims, et puis un peu un Prévert, parce que c'est facile à lire, à la fin, on ne donne pas les clés pour que les gens puissent s'approprier la littérature. Donc il faut un peu d'exigence, malheureusement. Il faut que les professeurs acceptent de prendre les élèves par la main. Parce que la littérature, c'est pas un donné, on a fait tous ses parents pour nous guider. Mais très sincèrement, on met un dictionnaire à côté, c'est comme ça que j'ai fait. Et toutes les 2 pages, j'allais chercher des mots, et je me perds dans le dictionnaire, et finalement, parfois je me retrouve à lire le dictionnaire, passionné par la lettre Q, parce qu'il y avait des mots que je connaissais pas, que je découvrais, un nom que je découvrais. Et en fait, toute cette exploration-là, il faut aussi faire un effort vis-à-vis de soi-même. Donc je dis 3 raisons. 1, la baisse de l'exigence à l'école. 2, le numérique, on ne peut pas s'en cacher. Moi-même, j'ai maintenant des lectures. On lit tout le temps, on passe notre temps à regarder des vidéos, à regarder des choses, à lire du texte. Donc on lit des textes différents, la production textuelle elle est beaucoup plus riche. Donc bien évidemment, par rapport à un individu du début du XXe siècle, qui n'avait que le livre, on a un choix beaucoup plus large et donc on sait pas qui. Et c'est normal. Mais c'est pas forcément un amoindrissement. Ça devient un amoindrissement quand ça prend la place d'eux. Il faut vraiment juste trouver un équilibre un petit peu différent. Ça, c'est deuxième. Et troisième, je pense que le livre, et d'ailleurs c'est intéressant parce que le lectorat, on dit souvent, le lectorat devient presque exclusivement féminin à certains âges. En fait, c'est effectivement a évolué. Il a évolué dans ses formes, dans sa promotion. Il s'est banalisé beaucoup, alors qu'il a été un peu sacré à une certaine époque. Et ça aide pas. Je crois qu'il faut rendre une forme de sacralité au livre, dire que la littérature c'est beau.
et qu'on peut s'émerveiller avec un livre. Et encore une fois, c'est pas ça peut être des nouvelles. Faut lire le Clésio, Mondo, c'est une petite nouvelle, c'est sublime, c'est accessible, c'est de la grande littérature. Voilà, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Et on est déjà dans la littérature là, avec un très grand auteur qui a eu le prix Nobel de littérature, et qui est tout à fait accessible. Donc, il n'y a pas d'excuse en réalité. Faut juste prendre du temps et prioriser. Ton deuxième livre, donc Statistiquement correct, comment est-ce que ça t'est venu aussi cette notion et qu'est-ce que cette notion signifie pour toi? C'est quoi pour toi le statistiquement correct et pourquoi on y va? J'ai fait beaucoup de statistiques. Quand on est trader, la base de la modélisation financière, c'est de la statistique et de la probabilité. J'en ai fait aussi pour la thèse de doctorat, m'intéresser au fondement à certains fondements des mathématiques, et notamment des mathématiques probabilistes. Bon, je vais pas rentrer dans le détail, c'est un peu, pour le coup, rébarbatif, mais disons que c'est un sujet qui m'intéressait. Et là, en tant que citoyen, on entend tout le temps la statistique produite dans le débat public, mais de manière quasiment outrancière. Parce que, j'explique dans le livre, on a des sociétés qui sont devenues assez sophistiquées, très démocratiques, et donc on a besoin d'éléments tangibles pour pouvoir prendre des décisions. En tout cas, on a l'impression. Et donc, très souvent, tu verras dans les débats, quand tu veux clore un débat, tu dis, mais non, tu te trompes, 25% des gens font ci. Tu te trompes, c'est 12% le... Et quand quelqu'un dit ça, personne ne dit rien. Finalement, comme si la statistique avait ce qu'on appelle une valeur de vérité supplémentaire. Depuis enfin, je te coupe, mais dans les débats aussi, j'ai quand même l'impression que on peut passer 10 minutes à débattre sur une statistique plutôt que sur le sujet de fond entier. Oui, alors c'est le piège. Oui, alors en fait, oui et non. Soit les gens émettent un chiffre, personne ne discute, et le chiffre, la plupart du temps, il est mal compris, mal produit, il est plein de biais, donc ça sert à rien. Soit effectivement, on va s'échapper sur la production des chiffres lui-même et on va pas débattre. C'est ça la grande difficulté. C'est pour ça que je me suis intéressé à ce sujet. Donc en fait, simplement, j'essaie d'expliquer à la place pour ces arguments-là, ces arguments de nature statistique, et de montrer dans plein de débats la criminalité, la délinquance, le PIB, les différences de salaire, pourquoi la plupart des statistiques qu'on voit dans le débat public ils sont fausses, soit en intégralité, soit de manière partielle. Et ça, c'était le sujet de ce livre-là. Et je trouvais, notamment quand on a parlé de Covid, il y avait eu le gouvernement, il y avait une campagne de publicité, dont tu te souviens peut-être, les gens déjeunaient dehors, rigolaient, et puis on mettait en cause le Covid, et ça finissait par un écran noir. Et le message du gouvernemental, c'est on peut débattre de tout, sauf des chiffres. C'est complètement faux. Dans une démocratie, bien évidemment qu'il faut débattre des chiffres. Et j'ai compris pourquoi le gouvernement a dit ça. Il voulait lutter contre une forme de désinformation, contre les fake news. Mais dire on peut débattre de tout sauf... Non, on débat de tout dans une société qui fonctionne bien. Et donc ça m'a beaucoup gêné et ça m'a poussé à écrire ce livre. C'est un sujet qui est évidemment passionnant et bon, c'est difficile de le résumer, j'imagine, mais brièvement, comment est-ce qu'on peut aller chercher d'autres moyens d'animer des débats ou de démontrer des informations selon toi? Faut travailler. Il faut oser. Beaucoup de journalistes ne travaillent pas assez ou n'osent pas assez. Ceux qui travaillent parfois n'osent pas, et ceux qui osent souvent ne travaillent pas. Quand j'ai travaillé, ça veut dire quoi? Ça veut dire préparer différemment les entretiens. Normalement, on est censé avoir ces fiches prêtes sur les grands chiffres du débat, capable de connaître les sources, les limites des méthodologies des chiffres fournis, de manière à très rapidement, lorsqu'un politique, lorsque une personnalité vient énoncer un argument de nature statistique, pouvoir dire, attendez, je vous interromps, mais voilà comment chiffre est établi, ou en tout cas, voilà la limite de chiffre qui est contredit par tel autre, et c'est ça qu'on donne au public. Et ça permet au public de relativiser, et on passe pas tout le débat à ergoter sur le chiffre. Quelqu'un a fait le travail de passeur entre les deux. Ça, c'est le rôle de beaucoup des animateurs et des journalistes. Et c'est extrêmement. On peut pas tout savoir, en revanche, lorsqu'on traite d'un sujet spécifique, il faut quand même se préparer un peu. Et après, il faut se former, c'est quand même une discipline exigeante et difficile. Très souvent, les gens fournissent des statistiques fausses, pas parce qu'ils manipulent le débat, mais parce qu'ils sont, je le dis dans le livre, incompétents ou négligents. Je suis moi-même incompétent et négligent, en tant que citoyen. Tu me fais parler de sujets que je maîtrise peu, je vais quand même te dire des chiffres et probablement que je les maîtriserai insuffisamment. On a tous ce biais-là, en réalité. Mais quand on est professionnel et qu'on est dans le débat public, il faut faire attention. Et donc, ça veut dire aussi une sorte d'attitude plus humble par rapport à ça. Avec des copains, on peut énoncer des chiffres comme ça et on débat toute la nuit. Quand on est sur un plateau de télévision, on écrit un article, on vérifie plusieurs fois ses sources. On les comprend, on les maîtrise. Pour lier un peu ce livre aux différents médias que t'as créés,
Tu l'as dit, il y a de plus en plus de statistiques de partout et les réseaux sociaux amènent un effet de multiplication. On va avoir un chiffre, il va être diffusé sur absolument tous les médias, même des médias qui viennent contredire, etc. Donc ce surplus de statistiques, est-ce que selon toi, il amènerait pas justement à une mort de la dite statistique? Pour le moment, non. Il continue à être obèse. L'argument statistique continue son cycle d'obésité. Le risque, c'est qu'effectivement, à la fin, on ne croit plus en rien. Et c'est pas non plus le fait que je dise que la thèse du livre soit, la plupart des statistiques qu'on manipule sont erronées, ne veut pas dire on ne doit plus croire en la statistique. Je le dis très clairement dans le livre. Je dis il faut fonder une société de ce que j'appelle une éthique de responsabilité statistique. C'est un mot un peu barbare pour dire il faut qu'on redéfinisse le cadre de confiance dans lequel on peut manipuler ce genre d'arguments qui sont très dangereux. Alors, on fait des lois avec ça. On prend des décisions très lourdes d'un point de vue sociétal avec ça. Et ça demande une responsabilité un petit peu différente. Et effectivement, le risque d'avoir trop ce type de diffusion, c'est qu'à la fin, l'argument perd de sa valeur. Mais pour l'instant, on n'est pas là. Il y a une forme de sacralisation du chiffre encore beaucoup. Bah écoute, pour toutes les personnes qui ont bien aimé ce que tu as dit sur ce livre, on le fait gagner. Donc bien un jeu concours à la sortie de l'émission. Donc je vous aurais juste à aller voir l'Instagram de OVNI et vous pourrez gagner ce joli livre. On va terminer l'émission sur le jeu que je t'ai préparé. Ça s'appelle le jeu du newbie. C'est des questions qui pourraient être posées par des enfants. Donc très simple, très naïve. T'essayes d'y répondre le plus simplement possible. Tu peux aller dans tes explications, mais avec des mots simples. C'est quoi ton livre préféré et pourquoi? Mon livre préféré, c'est Ben du Seigneur d'Albert Cohen, parce que c'est un livre qui parle de l'amour sous toutes ses formes et qui explique toutes les difficultés de l'amour. C'est quoi le truc que tu préfères en France? La nourriture. Type de nourriture. On a, très sincèrement, on a la plus belle gastronomie du monde. Moi, je suis d'origine italienne par mon père, c'est une magnifique gastronomie, mais la France, quoi, c'est quand même le territoire le plus divers, le plus diversifié, et puis on a surtout cet attachement, nous, nés au monde, le peuple qui passe, parmi les peuples qui passent le plus de temps à table. C'est pas pour rien. Et du coup, c'est quoi le truc que tu aimes le moins en France? Qu'on se plaigne tout le temps. Vraiment, on a l'impression que j'ai en enfer, dans un paradis. Je suis pas naïf, hein, je sais qu'il y a plein de choses qu'on peut faire mieux collectivement, mais on a quand même plutôt un joli pays, avec des gens plutôt brillants, un système de solidarité que beaucoup n'ont pas. Maintenant, essayons de construire un projet positif plutôt que de nous écharper tout le temps. Pourquoi le loup? Loup, alors faut plusieurs choses sur les questions. Déjà parce qu'on voulait trop l'être comme Néo. Loup parce qu'il y a la figure de la louve, c'est la mère indépendante. Donc c'est à la fois celle qui est mère, celle qui est indépendante, celle qui défend et qui peut attaquer, qui est un peu dangereuse mais qui est douce. Et donc on avait même hésité pour appeler il y a Louve et on s'est dit bah finalement tu pourras l'être Loup. Et Loup c'est moderne, c'est un prénom que j'aime beaucoup. J'ai des copines qui s'appellent Loup, et je trouve ça très beau. Quel prénom ma chérie aussi, d'ailleurs, au passage. Très bon choix. Pourquoi est-ce que nos mamans sont les personnes les plus formidables du monde? Je crois que est-ce qu'il y a besoin d'une explication? Parce que elles nous ont donné la vie, parce que je crois que à la fin, il reste que les mamans. Je crois que quand on a perdu tout le monde, mais tout le monde, il reste que la maman. L'amour, le seul amour inconditionnel qui existe dans une vie, je crois que c'est celui de mère. Je suis d'accord. Quand Samy Biassoni prend du temps pour lui, qu'est-ce qu'il aime faire? Bonne question. Je lis, je cours un peu, je fais un peu de tennis, et je prends souvent du temps au restaurant. Parce que beaucoup de temps au restaurant. Bon, ok, il veut tester toutes les gastronomies possibles. Ouais. La toute dernière question que je pose à tous les invités dans ce média, c'est lié à une notion qui est chère donc à ce média, qui est la notion de la culture de la différence. Qu'est-ce qui fait que en ton sein, donc ta différence est venue se porter sur Néo, se porter sur Lou, et qui fait que toi et tes cofondateurs, vous avez pu réussir ça, alors que d'autres personnes qui auraient lancé le même média, le même idée, le même nom, n'auraient pas réussi. Je pense on a eu un bon casting, beaucoup de complémentarité entre nous, et un bon timing. Et quant à la différence, l'élément différenciant, c'est qu'on lit, mais là, je le prends au sens littéral, ce que tu dis, c'est on a fait une proposition de valeur qui était complètement différente des autres. On va faire un média positif et rassembleur. Et ça, personne n'en avait fait. C'est bête, mais c'est ce qu'on a fait. Il y avait un espace. C'est quoi ton élément de différence, toi, dans ce monde avec 1 milliard d'entrepreneurs et qui ont des idées farfelues et qui fait que t'as ta singularité là-dedans?
Je suis assez fonceur. Je suis très, 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 très curieux et assez généraliste. Donc j'arrive à finalement, je pense, une de côté de qualité, c'est d'avoir des visions assez globales des choses et très vite. Voilà. Eh ben écoute, merci beaucoup Samy d'être dans une voix. C'est un vrai plaisir, c'était très intéressant. Et je le répète, donc on fait remporter son livre de statistiquement correct sur nos réseaux. Merci beaucoup. Merci.